Bonjour, c'est Dan Leclerc sur Radio Judaïka et aujourd'hui, pour vous, je ne la joue pas. Moi je joue à joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Te la joue pas. Aujourd'hui un invité très spécial comme chaque émission que j'ai le plaisir de vous proposer depuis toute cette rentrée. Aujourd'hui je reçois un meilleur ouvrier de France, champion du monde. De quoi? Il n'est pas champion du monde de kickboxing ou bien de course à pied, mais il est un meilleur ouvrier de France et champion du monde des maîtres d'hôtel. Bonjour Gilles Galasso. Bonjour. Alors, Gilles Galasso, comment est-ce qu'on devient champion du monde des maîtres d'hôtel? Est-ce que c'est un titre ça? Apparemment oui, parce que vous êtes là et vous l'arborez fièrement. Comment est-ce qu'on devient ce champion du monde des maîtres d'hôtel? Alors bon, d'abord il faut se dire que champion du monde maître d'hôtel, ça représente un concours contre 11 personnes. Donc c'est pas, il faut toujours... Ultra sélectionné, hein, voilà. Quand Donc, même. En fait, chaque pays envoie un champion, et moi j'ai eu la chance de représenter la France. Donc une première fois, nous avons... Donc c'est devant 11 pays. Alors tous les pays sont les bienvenus, et il se trouve que cette année-là, en 2009 à Saragosse, il y a eu 11 pays qui se sont présentés. Alors juste pour donner une petite idée, il y a des Japonais, des Espagnols, des Italiens, des Anglais, des Français, des Allemands. Voilà, alors comme c'est un concours qui au départ a été créé par l'Italie, il y a 2 champions italiens. Comme ça se passait à Saragosse, il y avait 2 champions espagnols, mais en réalité, effectivement, il y a beaucoup de pays européens. Et il se trouve que cette année-là, il y avait des pays qui venaient d'Amérique du Sud, parce que justement, c'était l'Espagne qui organisait le concours, qu'il y avait des liens précis avec l'Amérique du Sud. Avec l'Amérique du Sud et l'Espagnol, évidemment. Mais il faut savoir que nous, les maîtres d'hôtel, nous avons un milieu associatif qui est assez pauvre finalement, et que lorsqu'on voit arriver d'autres nations du service, on s'aperçoit qu'elles sont mieux organisées que nous, puisqu'on voit arriver par exemple la délégation allemande ou la délégation italienne, ils arrivent avec vraiment un gros matériel, un minibus, et donc c'est vraiment un pays qui se déplace. Une vraie organisation. Voilà. Alors, juste vous préciser que dans les autres nations et dans la thématique du monde du service et de la cuisine, là c'est le service, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir des championnats des meilleurs ouvriers de France cuisine, et j'ai envie de dire que dans la culture populaire, le service c'est un petit peu le parent pauvre. Alors oui, vous avez complètement raison, puisque en fait depuis une loi qui s'appelle la loi Godard, qui est au début du XXe siècle, effectivement les cuisiniers ont un peu pris le pas sur le service en salle, et depuis le maître d'hôtel n'a pas retrouvé finalement la lettre de noblesse qu'il avait au XIXe siècle dans le restaurant. La loi Godard, ça a obligé le maître d'hôtel à rester dans sa salle et pas aller en cuisine, ou le cuisinier de rester en cuisine et pas venir en salle? Alors, éclairez-nous, Gilles Galasso. Alors c'est une histoire vraiment rigolote, la loi Godard. Alors je vais quand même vous la raconter, parce que ça raconte en fait l'histoire d'une coucherie entre un député qui s'appelle Lucien Godard et une jeune femme de chambre qui s'appelle Marinette. Il y a une espèce d'air déjà vu comme ça, un petit peu d'actualité. Tout à fait, sauf que c'était à une époque où c'était plus léger en fait. D'accord. Et ce député, Lucien Godard, se prend de pitié pour Marinette, qui était une pauvre femme de chambre d'un palace parisien, qui lui raconte sa vie en fait de femme de chambre. Et Lucien Godard décide de créer une loi pour favoriser les personnes en contact avec les clients, qui sont les serveurs et les femmes de chambre. Sauf que de cette loi, alors c'est une loi sur le pourcentage en fait, puisque les serveurs et les femmes de chambre vont toucher un pourcentage sur le service en fait, qu'elles effectuent au prix du client. Sauf que sont exclus de cette loi les cuisiniers et les réceptionnistes. C'est assez bizarre finalement. Il y avait un problème avec les réceptionnistes, ce monsieur. Alors voilà, c'est vraiment bizarre. Et après cette loi, les serveurs sont payés grassement, puisqu'ils vont toucher un pourcentage sur le service. C'est encore le cas, par exemple, aux États-Unis, oui, il y a certains pays... Les tips. Absolument. Donc, vous voyez aux États-Unis des serveurs qui ont vraiment des salaires très élevés. Et puis, évidemment, les cuisiniers, ça leur a pas tellement plu, et finalement, ils ont remis tout le montant des tips, que vous appelez les tips, des pourboires, et ils les ont divisés dans tout le personnel. Donc voilà l'histoire de la loi Godard. Incroyable. Alors ça, oui, évidemment, dans cette émission, on apprend toujours des choses. Gilles Galasso, vous êtes spécialisé dans le service. Vous avez donc remporté ce titre de champion du monde. Est-ce que c'est un peu la guerre entre la salle et la cuisine? Alors moi je dirais pas que c'est la guerre entre la salle et la cuisine, parce que ça a été effectivement un peu le cliché de la guerre entre la salle et la cuisine. Aujourd'hui c'est pas la guerre entre la salle et la cuisine. Je crois que les deux parties ont vraiment besoin de l'un de l'autre, et nos amis cuisiniers d'ailleurs comprennent
comprennent de plus en plus qu'ils ont besoin des métiers de la salle. Pourquoi? Parce que en fait, les assiettes qui sortent dans la cuisine vont être mises en valeur par le personnel de salle. Nous apportons de la valeur ajoutée à ce qu'ils produisent. Non, parce que, attendez, on apporte de la valeur ajoutée à ce qu'ils produisent. De plus en plus, Gigasso, c'est pas toi qui vas me dire le contraire, ça devient compliqué ce qu'on a dans l'assiette. Parfois, on sait même plus ce qu'on mange. Hein. Avec ces atomisations, ces moléculisations, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, enfin, cette cuisine moléculaire un petit peu particulière, on explique même, on a un mode d'emploi, on commence par ça, on termine par l'autre, et puis ensuite on met ça en bouche, et puis il faut rajouter un produit. Ça devient un peu compliqué. Si on revenait un petit peu aux bases essentielles. Mais tout simplement, le goût des aliments, le goût du plat n'est pas dans l'assiette, il est dans la tête. Donc c'est le maître d'hôtel qui va créer en fait une sorte de dynamique et de magie pour que le client apprécie ce qu'il a dans l'assiette. C'est un mot qui me plaît bien, Gilles. tu sais me toucher aux cordes sensibles. Voilà. Alors, tu disais, pour créer cette magie, créer cette ambiance, créer un petit peu ce qui va mettre dans la tête du spectateur, hein, parce qu'on s'agit même pas juste d'un client, mais d'un spectateur, comment est-ce qu'il faut s'y prendre et est-ce que tu observes véritablement un changement entre il y a une vingtaine d'années, hein, à l'époque où tu as démarré ta carrière, et aujourd'hui? Effectivement, il y a un gros changement dans les maîtres d'hôtel. Alors, c'est pas obligatoirement positif, mais bon, je veux dire la vérité. Lorsqu'on regarde le service en salle dans les années 50-60, les maîtres d'hôtel servaient en gros une seule sorte de clientèle. On voyait des hôtels dans lesquels on allait servir par exemple des clients VIP, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, etc. Et donc c'était assez simple puisque un client, le maître d'hôtel arrivait à s'accorder avec un type de clientèle. Aujourd'hui, le maître d'hôtel est un vrai caméléon, c'est-à-dire que nous avons une clientèle, nous appelons ça la clientèle tirelire. Ce sont des personnes qui vont aller au restaurant, même dans des restaurants gastronomiques, qui ne vont pas hésiter à casser leur tirelire pour aller manger un repas. Et donc le maître d'hôtel doit avoir une faculté d'adaptation bien plus importante qu'il n'avait auparavant. Ou à l'époque où c'était simple. Alors c'était plus simple dans le sens où c'était plus facile de s'adapter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour remplir un hôtel, en fait, l'hôtelier est obligé de faire appel à plusieurs types de clientèle et le maître d'hôtel doit s'adapter à plusieurs types de clientèle. Donc il y a une grosse faculté d'adaptation de la part du personnel de salle, effectivement. Ça devient donc plus compliqué, surtout que je dirais que l'ancienne garde est en train d'être renouvelée. Il y a de plus en plus de jeunes, de moins en moins d'anciens, parce que c'est un métier qui use aussi beaucoup. Alors, bon, on n'est pas obligé de considérer le métier aussi pour toute sa vie. On peut faire ce métier pendant une partie de sa vie, puis ensuite faire autre chose. C'est possible aussi, mais c'est pas ton cas. Alors moi, c'est pas mon cas. Alors voilà, moi j'ai eu la chance de faire ce métier depuis toujours en fait, et de rester toujours dans la même lignée, ce qui m'a permis d'avoir de plus en plus de connaissances finalement, même si on n'a jamais couvert l'ensemble du métier. Et tu veux pas changer? Maître d'hôtel forever. Voilà, moi j'aimerais arriver à couvrir vraiment tous les aspects du métier de maître d'hôtel et vraiment que ma vie soit consacrée à ce domaine-là. En fait, c'est le cas déjà. Non, au niveau des maîtres d'hôtel, on a beaucoup à apprendre, notamment des autres nations. Donc, par exemple, lorsqu'on voit la qualité du travail qui est réalisé au Japon. Qu'est-ce qui différencie un maître d'hôtel japonais d'un maître d'hôtel français, par exemple? Voilà, pour prendre deux cultures totalement séparées, je pense bien sûr à la fameuse séquence de l'aile ou la cuisse, hein, qui démarre dans un restaurant japonais. Oui. Comment est-ce que tu dis ça? Ça s'appelle un teppanyaki, c'est-à-dire un restaurant dans lequel on va réaliser la nourriture devant les clients avec une sorte de showroom. Oui, effectivement, tu cites le bon film qui est l'aile ou la cuisse, la première scène du film. Première scène du film qui est juste pour rappeler, où il y a Louis de Funès qui est avec son fils, je crois. Alors il est avec son chauffeur. Avec son chauffeur. Son chauffeur, tout à fait. Il se retrouve par hasard dans un restaurant. Il est impressionné par la dextérité. Alors moi j'ai eu la chance de manger dans un vrai teppanyaki, c'est la chaîne Benihana aux États-Unis, avec un cuisinier qui était vraiment absolument excellent. Et d'ailleurs, j'ai essayé de reproduire des gestes de teppanyaki, mais en les adaptant à la culture française. Alors ce qui est étonnant... Tu fais tourner le couteau, tu l'envoies en l'air, tu fais sauter les aliments dans l'assiette. Alors voilà, le restaurant c'est pas le cirque, donc on n'est pas dans le monde du spectacle, dans le sens jonglage, comme on pourrait le voir par exemple en bar, hein, avec le flair.
Mais on Le peut... flair, je rappelle juste pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette discipline, hein, c'est ce qui permet de jongler en fait avec les bouteilles et les shakers. Bouteilles vides, bouteilles pleines, tout à fait. Donc on peut arriver à remettre ça au niveau français, franco-français, et traiter ce genre de geste, mais en gardant une certaine notion d'élégance qui fait notre spécificité. Alors, c'est pas juste ce qui fait notre spécificité, Gilles Gassot, c'est ce qui fait la tienne, parce que c'est en ça que tu t'illustres et que tu te singularises. Et je suis pas tout à fait d'accord. Je te donne l'exemple du championnat des maîtres d'hôtel. J'étais étonné par une chose, c'est à quel point chaque nation correspondait au stéréotype qu'on se faisait de la nation. Tu vois, c'est-à-dire que... Alors voilà, exemple. Un exemple, un Allemand, il travaillait de manière absolument très carrée, tu vois, mais il manquait de folie. Un Espagnol, ils allaient très loin dans la créativité. Tu vois, c'était très étonnant de voir. Olé olé, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. Ah oui, parce que l'Espagnol a fait quelque chose qui était assez drôle. Moi, j'ai pas tout à fait compris sa démarche, mais c'était intéressant. Il a fait venir un trompettiste et il a réalisé sa recette sur un air de trompette. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas compris le lien entre l'air de trompette et la recette, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les Espagnols nous dépassent dans la créativité. Peut-être que nous avons des bases qui nous permettent, nous, de rester jusqu'à un certain niveau, de ne pas aller trop loin. Oui. Voilà. Et donc nous, on peut se situer dans une créativité light, disons, mais qui nous a permis ce jour-là de remporter le titre. Alors, est-ce qu'on va revenir évidemment sur ce titre de champion du monde et sur cette recette que tu as réalisée, parce qu'en fait il s'agit deux recettes qu'il s'agit de réaliser et de mettre en scène, hein, donc on est quand même dans un art du spectacle, dans la mise en scène d'une recette, donc de la nourriture. Est-ce que on est justement franco-français, on se permet pas de faire de la créativité ou d'être trop extravagant parce que on a un historique des célèbres, j'allais dire chefs d'orchestre, mais des célèbres maîtres d'hôtel. On en connaît un qui, par exemple, a fait les beaux jours de Gérard Depardieu dans un film dont tu vas sûrement me rappeler le nom, où il orchestrait un maître de cuisine à l'époque du Moyen-Âge. Je ne sais plus exactement. Ça reviendra au moment où il faudra, ce n'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une histoire de l'élégance et de la gastronomie française qui est quand même très ancrée dans nos gènes. Et tu as complètement raison, c'est exactement le problème. C'est que d'une part, nous avons une sorte de chape de plomb au-dessus de nous qui est notre culture de service en salle. Et en même temps, lorsqu'on l'étudie, on s'aperçoit de choses assez particulières. Je peux te donner un exemple si tu veux, l'exemple du steak tartare, où il y a plusieurs exemples où on s'aperçoit qu'en fait finalement, ce que l'on pense être sacro-saint n'est qu'une erreur de base. Voilà, comme l'histoire du steak tartare, où aucun maître d'hôtel en France ne va oser changer ou modifier la recette d'une manière ou d'une autre, alors qu'en réalité, l'histoire du steak tartare est une erreur d'interprétation d'un livre qui s'appelle Michel Strogoff, un roman de Jules Verne, dans lequel le tsar de Russie vient en 1876... c'était pas du tartare, c'est du tsar. C'est presque ça en fait. Le tsar de Russie vient en voyage officiel à Paris, et Jules Verne décide d'écrire un roman qu'il appellera Michel Strogoff, qu'on connaît tous, les gens de ma génération, parce que bon, ça a été... Je rappelle que Gilles Gassot a 46 ans. Voilà, c'est un film... Chant de la génération. De ma génération, c'est un film qu'on a tous vu. À cette occasion, il explique dans le roman en fait, que les Tartares sont vraiment méchants par rapport aux Russes qui sont très très gentils et qui mangent leurs chevaux crus. Et les brasseries parisiennes, en lisant ça, se mettent à servir pour la venue du tsar en Russie de la viande de cheval cru. C'est le steak tartare. Incroyable. Ça, c'est l'histoire du steak tartare. Voilà, alors qu'en fait, c'est absolument faux. Les Tartares n'ont jamais mangé leur cheval qui était absolument sacré. Et donc, tu vois, on va se baser sur une recette en la sacralisant, alors qu'en réalité, au départ, c'est une erreur. C'est génial. Alors ça, je connaissais pas du tout. Est-ce que tu en as d'autres, comme ça, des petites histoires un peu... Il n'y a que de ça, il n'y a que ça. Il n'y a que de ça. Une autre, là, parce que là, attends, tu m'as mis l'eau à la bouche avec le... Les crêpes Suzette. Les crêpes Suzette, c'est très connu. Alors, on a une personne qui s'appelle Henri Charpentier, qui a... C'est vrai qu'on en parle beaucoup des crêpes Suzette dans les livres de gastronomie, dans les livres d'apprentissage, hein, parce que je rappelle aussi que tu es, outre le fait que tu aies ces titres de champion et de meilleur ouvrier de France, tu es également professeur d'accueil et de restaurant de salle. De salle à Biarritz. À Biarritz, au lycée hôtelier de Biarritz. Lycée hôtelier. Alors, on a une personne qui s'appelle Henri Charpentier, on est dans les années 30, et Henri Charpentier s'expatrie aux États-Unis, et fait le tour des États-Unis en s'autoproclamant créateur des crêpes flambées, des crêpes Suzette. Et il raconte une histoire
Donc il fait le tour des États-Unis, raconte une histoire. Et l'histoire, en gros, c'est que le prince de Galles était dans un restaurant à Monaco et que Henri Charpentier est arrivé à la table. Il a servi des crêpes et par erreur, en fait, les crêpes ont pris feu. Il y a eu une flamme qui a pris. Et donc il a proposé au prince de Galles d'appeler la recette crêpe prince de Galles. Et le prince de Galles lui aurait répondu non, donnez le nom de la recette à ma compagne, donc il était avec sa maîtresse, c'est un peu la même histoire que tout à l'heure Marinette, qui s'appelait Suzette. Et en réalité c'est absolument faux, il a simplement copié une recette. On nous aurait trompé. Oui, complètement. Donc on sait qu'à cet âge-là, il avait 16 ans, donc on a remonté, et on sait qu'à 16 ans il était absolument impossible par rapport à la constitution d'une brigade, d'un palace à cette époque-là, d'être maître d'hôtel tout simplement. Donc ça devait être un commis, peut-être en pâtisserie, dans un grand restaurant parisien. Il a vu la recette faite, il s'est ensuite expatrié et ensuite il a inventé toute une histoire. Voilà. Mais aujourd'hui, lorsqu'on lit des livres de service, et bien sûr on y croit mordicus. Donc on ne connaîtra pas la véritable histoire et origine des crêpes Suzette. Mais ce qui est important, c'est de faire rêver le client. Je veux dire, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'on donne un moment de plaisir pendant 1 heure de temps. Voilà, et nous on est... Alors justement, peut-être 1 heure, voire 2 heures, tu es aussi l'auteur, je profite pour insérer au fur et à mesure quelques informations sur ta biographie, parce que tu as écrit un livre, tu en as écrit plusieurs, mais celui-là était la référence, tu es en train de le réécrire, ça s'appelle Le Nouveau Service, c'est un ouvrage fondamental, aujourd'hui usité dans l'ensemble des lycées hôteliers de France et de Navarre, sur l'art du service à la française, mais pas que, parce que tu y as intégré des notions de sincérité, de générosité, d'accueil et d'élégance. Alors en fait, Dan, ce qui se passe, c'est que je fais la collection des livres de restaurants depuis toujours. Et ce qui est très étonnant, alors là aussi c'est une histoire un peu particulière, c'est que lorsqu'on lit des livres du début du siècle dernier, ces notions sont présentes dans les livres, les notions d'élégance, etc. Puis un jour, on est en 1975, on a un professeur du lycée hôtelier de Paris, de la rue Médéric, qui va sortir un livre, qui est un livre simplement de recettes. Il a répertorié toutes les recettes qui se faisaient en salle en France, dans les brasseries, dans les restaurants de luxe, et il sort un livre. Et à partir de ce moment-là, il va révolutionner l'apprentissage du service en salle. C'est-à-dire que l'apprentissage du service en salle ne va se composer pratiquement que de recettes. Donc ça va être le steak tartare, les crêpes flambées, etc. Et il va oublier complètement les notions d'accueil. Alors qu'aujourd'hui, on est en train bien sûr de se dire, est-ce que ce qui compte c'est les recettes ou est-ce qu'il vaut mieux accueillir correctement le client? Moi je suis sûr que c'est plutôt du savoir-être que de la technique. Alors justement, ce savoir-être, est-ce qu'il n'a pas évolué? Ou je crois que, je te pose la question, mais je sais qu'évidemment il évolue, parce que ça a été même un des sujets que tu as traité dans un master que tu as défendu l'année dernière, dans lequel tu expliques bien ces notions d'élégance, de savoir-être au travers de la jeunesse, entre autres. Voilà, moi je suis issu en fait de la campagne autour de Toulouse, et donc je suis rentré au lycée hôtelier de Toulouse à 15 ans. Lorsque je suis arrivé dans la grande ville à l'époque, j'étais pris en charge par des professeurs. On m'a appris l'élégance, on m'a appris à m'habiller, à nouer une cravate, et cet enseignement-là, l'enseignement de l'élégance m'a permis de mieux m'en sortir ensuite dans la vie. Même si je n'étais pas resté dans l'hôtellerie. Et donc c'est un peu un hommage que je fais à l'école hôtelière des années 80 autour de ce master. J'ai essayé de comprendre comment on allait pouvoir attirer des adolescents dans le service de la salle. En fait, comme tu le sais, actuellement, la cuisine est surmédiatisée avec toutes les émissions de télé-réalité. Personnellement, j'en ai marre. J'aimerais bien qu'on voit un petit peu plus de maîtres d'hôtel, voire même qu'ils apparaissent tout simplement. Voilà, donc avec Masterchef, Top Chef, etc. Et aujourd'hui, on a un vrai problème dans les lycées hôteliers, puisqu'on a un recrutement qui vient directement des collèges, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2-3 ans, puisque jusqu'à il y a 2-3 ans, la première année au lycée hôtelier était en tronc commun, c'est-à-dire qu'on allait apprendre la cuisine, on allait apprendre tous les métiers. Ensuite, on allait spécialiser dans un métier. Donc là, ça donnait la chance aux professeurs de restaurant de faire la promotion des métiers de la salle. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est le collégien à partir de la 3e qui doit choisir. Donc il choisit évidemment cuisine. Et ça crée un vrai déficit dangereux en France. D'ailleurs, on a le ministre Sylvia Pinel qui est en train de s'occuper de ce problème très sérieusement, parce qu'on crée un déficit, c'est-à-dire que tu vas avoir dans un lycée hôtelier beaucoup de vocations pour faire de la cuisine, donc une sélection, et aucune vocation pour faire la salle. Comment veux-tu expliquer à un adolescent de 14 ans ce qu'est le travail du maître d'hôtel quand même nous-mêmes les adultes, nous ne sommes pas capables de citer un seul maître d'hôtel en France? Oui, ça c'est quand même un petit peu compliqué et problématique. Voilà, donc je suis allé chercher dans l'adolescence, j'ai étudié l'adolescence pour essayer de savoir ce qui pouvait intéresser un adolescent
à devenir un maître d'hôtel. Alors, c'est quoi la réponse, Gilles Galasso? Alors, bon, j'ai essayé de chercher des éléments qui pouvaient plaire à un adolescent et j'ai essayé pour ça de parler de mon métier, non pas en tant que service en salle, mais plutôt en termes de spectacle, c'est-à-dire de leur expliquer que nous sommes finalement le monde du spectacle. Et j'ai fait un petit travail sur tous les liens qui pouvaient exister entre le monde du spectacle et le monde du service en salle. Et alors, qu'est-ce que ça a donné et comment ça s'est traduit et comment ça se traduit en fait quotidiennement? Alors, tout simplement, nous pouvons... alors, dans les métiers du spectacle, on peut parler des métiers de la magie, comme toi. On peut parler des métiers de la danse. On peut parler des métiers des arts du cirque. On peut parler du théâtre. On peut comparer une table de restaurant à une scène de théâtre, par exemple. Et ensuite, en décomposant tous ces arts qui sont annexes au service, on peut finalement réussir à motiver en fait un adolescent pour faire ce métier-là. Parce qu'il faut savoir que les métiers de la salle sont un formidable ascenseur social, c'est-à-dire, ça c'est important. C'est-à-dire en quelques années seulement, il suffit que par exemple tu t'expatries, moi je me suis expatrié à Londres, en 6 mois tu peux très bien devenir directeur de restaurant, et ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres formations. Nous, on arrive justement avec notre savoir-faire français à s'expatrier facilement et à pouvoir obtenir des salaires intéressants rapidement. Et en plus, donc ascenseur social, rémunération intéressante, culture déployée et agrandie, par le langage. Oui, ne serait-ce que par les clients. Ne serait-ce que par les clients que l'on rencontre. Alors je proposerai à nos auditeurs de réagir sur ce que vous venez d'entendre. Vous pouvez le faire en direct au 03 88 36 11 67. Gilles Galasso, meilleur ouvrier de France et champion du monde des maîtres d'hôtel, peut vous répondre en direct. Et c'est même aussi, effectivement, le côté, je dirais, sociologique qui est intéressant et que tu as étudié pour pouvoir observer bien ces changements d'attitude et promouvoir également de nouvelles manières de faire, parce que c'est un petit peu l'idée. Que dire, même de nouvelles manières de faire, simplement reprendre l'essentiel des valeurs et les amener dans un tronçon de travail qui peut être original et qui n'est pas forcément médiatisé aujourd'hui, parce qu'on sait à quel point le média est important. Et puis il ne faut pas oublier qu'en fait les métiers de la salle, c'est aussi un CDI, enfin pour parler simplement, un CDI avec, c'est pas évident de trouver un CDI actuellement en France, aucun chômage. Là aussi, c'est pas évident en France, c'est vraiment une valeur refuge. Est-ce que on peut imaginer d'autres ouvertures, ou est-ce qu'on est obligé de passer toute sa vie dans le restaurant, quoi? Alors, par exemple, on a des offres d'emploi, on arrive à mesurer en fait l'avenir de nos jeunes, puisque je les suis dès qu'ils ont quitté le lycée hôtelier, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et j'ai des jeunes qui réussissent à travailler dans le milieu du luxe, par exemple, tu vois, qui vont être vendeurs dans le luxe, parce que justement, ils ont acquis au lycée hôtelier une certaine notion d'élégance, de politesse, et ils ont travaillé des valeurs qui vont leur permettre plus tard de pouvoir bifurquer sur d'autres milieux. C'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas juste cantonné, j'ai l'impression de faire une émission du Pôle emploi en même temps, mais c'est pas tout à fait pour le... Mais c'est important de le préciser. Surtout aujourd'hui où tu évoquais les CDI, et puis l'emploi durable, on peut évoluer et on peut rebondir sur d'autres activités. Et je crois que dans la diversité et les besoins que les jeunes ont aujourd'hui, il est nécessaire de pouvoir tout de suite le projeter. Tu sais, lorsque j'ai des élèves qui sortent du lycée hôtelier, qui ont 18 ans, qui ont en plus pas obligatoirement de très bons résultats scolaires, et qui m'écrivent d'Australie 3 mois après en me disant qu'ils sont serveurs dans un restaurant, je trouve ça quand même assez chouette pour un jeune finalement, qui peut s'exporter facilement, et moi mes jeunes partent dans le monde entier. Voilà. C'est extraordinaire. Est-ce que tu as comme ça un exemple, d'autres exemples qui pourraient être... d'autres exemples comme ça de personnes qui ont marqué un petit peu ton parcours, ton cursus? Alors ce qui est intéressant, c'est de voir donc des jeunes qui sont pas obligatoirement devenus maîtres d'hôtel, mais qui ont par exemple ouvert des restaurants, qui sont devenus directeurs de restaurants dans le futur, ou qui sont devenus directeurs d'hôtel. Moi je connais des jeunes qui sont, en sortant de l'école hôtelière, qui sont devenus directeurs d'hôtel au bout de 3-4 ans. Voilà, et ça c'est quand même extraordinaire. Et est-ce que je crois qu'il y a aussi eu tu as eu des précédents dans le fait où ils ont été étoilés, des étoilés Michelin qui sont passés dans les mailles de ton filet. Oui, et puis ce qui est étonnant, c'est que si tu es au lycée hôtelier, c'est pas obligatoirement les gens les plus brillants qui ensuite, c'est la vie qui fait que c'est les rencontres qui vont se faire, la chance, par exemple, ils vont être pris par un grand chef qui va leur servir de mentor, et effectivement, ce qui est étonnant, c'est la vitesse à laquelle l'ascenseur social fonctionne dans l'hôtellerie.
peut fonctionner. Et doit fonctionner. Et on rappelle aussi que c'est encore un des secteurs d'emploi où on peut embaucher du monde. Oui, nous avons un déficit sur la côte basque. Je crois que cette année, on a un déficit de 5000 places. Juste sur la côte basque, c'est pas possible. Ah si, je te promets, oui. Et on n'arrive pas à trouver du personnel sur la côte basque. Oui. Alors après, il y a d'autres soucis, par exemple le problème du logement, c'est-à-dire que difficile de trouver un logement sur la côte basque, donc les restaurants ont des difficultés à pouvoir loger leur personnel. Mais en réalité, oui, c'est un métier dans lequel tu es à peu près certain de trouver un emploi. Moi, je ne connais pas de serveurs qui sont à Pôle emploi. Ça n'existe pas. Donc on raye tout de suite le numéro. Quels sont tes projets, Gilles Galasso? Je sais qu'il y a des projets en cours, entre autres une sorte de restaurant expérimental. Alors voilà, qu'est-ce que c'est ce restaurant expérimental? Alors j'ai beaucoup de chance cette année parce que le proviseur du lycée hôtelier, en fait, qui est arrivé depuis 2 ans, qui s'appelle Monsieur Brosse, est un ancien professeur de restaurant. Et donc il m'a vu travailler pendant les 2 ans où il a dirigé le lycée, et il a décidé de me faire confiance, de me confier en fait le restaurant d'application pour en faire un restaurant expérimental, c'est-à-dire dans lequel nous allons pouvoir montrer toute la richesse du patrimoine gastronomique français, mais aussi son évolution possible. Et j'ai voulu aussi, au travers de ce restaurant, représenter l'esprit école hôtelière, c'est-à-dire montrer toute la connaissance de nos anciens, tous les fantômes de professeurs et de maîtres d'hôtel seront autour de nous lorsqu'on servira, mais nous essaierons aussi de montrer ce que nous allons pouvoir faire dans le futur. D'accord, donc ça c'est vraiment le restaurant de l'an 2000 et des poussières. C'est ça, mais dans le respect de nos traditions et de nos ancêtres. Dans le respect des traditions. Et alors, quels vont être les points marquants, complètement un petit peu, peut-être pas forcément excentriques, mais... Alors, il y a une chose qu'il faut absolument améliorer dans les restaurants. On parlait tout à l'heure des recettes qui étaient faites en salle, que d'ailleurs peu de monde connaissent, puisque finalement il y a peu de restaurants qui font encore des recettes en salle. Moi, je veux absolument que ces recettes reviennent en salle, c'est important. Tu vois, je viens de Bayonne, on en parlait tout à l'heure à midi. Je ne trouve pas normal qu'à Bayonne, il n'y ait personne qui découpe le jambon de Bayonne. On peut imaginer que dans un restaurant bayonnais, on va avoir un maître d'hôtel qui va amener le jambon, qui va le découper. En entier, qui va le découper. Voilà, comme ça se fait en Espagne. En plus, de toute façon, on n'a rien inventé. En Espagne, tu as le champion du monde du Serrano. Et les Espagnols, finalement, quand on crée un concours, c'est quelque chose de très sain. Parce que ça fait avancer l'ensemble d'une profession. C'est ça. Et au bout d'un moment, en fait, à la fin du concours, tu as 50 ou 100 spécialistes du jambon dans tout le pays. Donc moi je crois qu'il faut qu'on reprenne ces recettes, qu'on réfléchisse sur ces recettes pour qu'elles correspondent au jour. Qu'est-ce qu'il y aurait par exemple à Strasbourg? Qu'est-ce qu'on pourrait, en France en tout cas, en France, quel serait je dirais le fer de lance que l'on pourrait mettre en avant pour refaire renaître de leur centre, une recette d'antan? Alors d'abord il faut savoir que les recettes d'antan, elles étaient bonnes. Donc ça il ne faut pas l'oublier. Ouais. Maintenant c'est plus bon. Alors voilà, maintenant c'est plus bon. C'est-à-dire ce sont des recettes qui étaient gustativement très bonnes, donc il ne faut pas les oublier. Lorsque tu fais des crêpes flambées, c'est bon. Tu vois, et c'est bon depuis des années, des dizaines d'années. Oui. Voilà. Et donc c'est dommage en fait de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est ça. Donc simplement il faut essayer de réfléchir au point de vue esthétique, notamment, parce que lorsqu'on a un travail aussi minutieux de la part de la cuisine dans un macaron Michelin ou de la pâtisserie, lorsque tu vois ce qui sort en pâtisserie, c'est absolument hallucinant de beauté, d'esthétisme. Oui. On ne peut pas, nous, en salle, te servir une assiette dans laquelle on va avoir quelque chose de plus ou moins raté, avec une banane flambée et une sauce. Il faut que, au point de vue esthétique, nous arrivions à rivaliser de beauté par rapport aux cuisiniers. Et le problème que nous avons à ce niveau, c'est que nous ne pouvons pas utiliser nos mains, puisque nous travaillons devant les clients. Donc on travaille avec une fourchette. Des ustensiles. Voilà. Et donc nous sommes obligés de travailler différemment, on ne peut pas utiliser nos mains, et il faut que le résultat soit aussi propre que si c'était un cuisinier ou un pâtissier qui travaillait. Alors, élégance, gestuelle, sincérité et harmonie sont en fait les maîtres mots de ce discours, Gilles Galasso. Il ne me tarde que de pouvoir vous inviter toutes et tous, chers auditeurs et auditrices, à découvrir le site de Gilles Galasso. C'est maître-d-hôtel.com. J'avais une chance sur deux, c'était comme OFR, pour retrouver toute l'avancée gastronomique de Gilles Galasso. Merci Gilles Galasso d'être venu à notre antenne. Et je t'attends à Biarritz pour te faire goûter nos recettes à partir de septembre prochain. Eh bien ça sera avec grand plaisir, le rendez-vous est tenu. Merci Gilles Galasso et à très bientôt.